Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de cette pause déjeuner. Je vais en profiter aussi pour remettre ma voix en place. C'est mieux. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, d'être nombreux ce début d'après-midi. Ça me fait très plaisir. Merci aussi à Touraine Tech de me permettre de faire ce talk aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une présentation à la fois sur un aspect créatif et technique qui est l'animation web. Donc depuis 10 ans, les sites et les applications qu'on utilise aujourd'hui, ça s'est transformé, c'est devenu beaucoup plus vivant, beaucoup plus fluide, beaucoup plus expressif. Les animations web et JavaScript sont partout aujourd'hui. Ça nous permet de nous guider, ça nous permet de nous captiver et de donner envie de cliquer. Par contre, il y a un revers à tout ça, c'est que plus on essaie de faire bouger les éléments, plus on risque de les alourdir. Alourdir en poids, les alourdir en énergie consommée, en charge cognitive aussi pour les utilisateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis concentrée sur ça et je voulais vous parler d'un concept clé qui est l'animation web responsable. L'idée, c'est pas d'arrêter d'animer, ni de bloquer la créativité. Au contraire, c'est le principe, c'est d'apprendre à faire bouger les choses avec sens, à utiliser le mouvement pour enrichir l'expérience, pour améliorer les performances, l'accessibilité et la sobriété numérique. Donc moi, je suis Josiane Makelele, je suis ingénieure front-end experte chez Equino, donc qui est une agence de marketing digital en région parisienne et aussi à Bordeaux et un peu partout dans le monde. Et donc ça fait de nombreuses années maintenant que je suis ingénieure front-end. Et donc on va pouvoir commencer le sujet. Donc on va commencer par quand est-ce que le web s'anime. Pour comprendre un peu ce que c'est que l'animation web responsable, aujourd'hui, on va faire un petit feedback en arrière sur l'évolution du web animé aujourd'hui. Et ça a commencé il y a au moins une bonne dizaine d'années, quand il y avait des grosses animations en Flash, en GIF, pour ceux qui ont fait du Flash il y a très longtemps. Donc avant 2013, le web animé, c'était ça. C'était surtout du Flash et beaucoup de bricolage en JavaScript aussi. Les animations, elles étaient très lourdes, elles étaient souvent saccadées et c'était très peu accessible. C'est pas quelque chose sur laquelle on pensait forcément à l'époque. On était très focus sur les effets et tout ça. Et du coup, on se lâchait un petit peu là-dessus. Là, j'ai pris un exemple, si l'exemple a bien envie de se montrer, sur un site qui était fait en Flash à l'époque, que j'aimais bien particulièrement. Enfin, pour ceux qui aiment le film Charlie et la chocolaterie. Il y a un site en Flash qui avait été fait pour l'occasion. Hop là, voilà. Donc ça, c'était les sites que l'on pouvait faire en Flash à l'époque. On se lâchait beaucoup sur les animations. Je pense que sur ce site-là, à l'époque, il n'y avait aucune zone du viewport qui n'était pas animée. Il y avait des animations vraiment partout, partout, partout. C'était un peu la folie. Mais à l'époque, on s'éclatait quand même bien avec. C'était quand même génial, ça rendait bien. Mais bon, après, pour le web d'aujourd'hui, c'est pas forcément le besoin qu'on a aujourd'hui. Et au niveau des impacts, au niveau performance, c'est vrai que c'était pas forcément incroyable non plus. Mais bon, au moins, on s'éloigne déjà des pages statiques qu'on avait, des pages où il n'y avait juste pas d'animation du tout. Quand on cliquait un bouton, il ne se passait rien. Je vais l'arrêter parce qu'elle dure un petit peu longtemps. Voilà. Ensuite, on est passé à l'HTML5, HTML, CSS3. Et avec ça, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des capacités pour faire des animations.
Il y a beaucoup de propriétés CSS qui sont sorties avec. Et, euh, et pour la première fois, on pouvait faire des animations dans le navigateur nativement. C'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus accessible. Et donc avec ça, on est passé d'une animation un peu waouh à une animation qui est beaucoup plus immersive, qui est beaucoup plus narrative, qui cherche à raconter une histoire. Donc là, avec ça, on voit déjà que le mouvement, il est partout. On est entré dans une ère où les animations, euh, elles sont devenues beaucoup plus fluides. On commence à créer aussi des micro-animations. On a des transitions UI qui sont beaucoup plus douces. On a beaucoup plus d'interactions utilisateurs et on a des animations motion and meaning. Avec ces deux nouvelles priorités, l'idée, c'est d'avoir des meilleures performances et une meilleure accessibilité. Et ça, c'est pas uniquement de l'esthétique. Le mouvement, il a un rôle, il est là pour donner du rythme, il est là pour guider le regard et il est là pour humaniser, pour renforcer l'expérience utilisateur, pour rendre le produit beaucoup plus compréhensible et parfois même plus humain. Mais comme je l'ai dit en introduction, le revers de ça, c'est que l'animation, elle monte en puissance et elle s'accompagne de dérives. Donc on a des interfaces qui sont beaucoup trop chargées, on a des animations qui n'ont pas de sens, on en fait un peu juste pour le plaisir d'en faire. On a des pages qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus lentes. Avec l'arrivée du mobile, c'est encore beaucoup plus important de prendre ça en compte. Et on a des effets visuels qui sont parfois fatigants au niveau des yeux, qui peuvent exclure aussi certains utilisateurs. On le verra par la suite. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour garder la magie du mouvement sans basculer dans l'excès. Et donc l'idée, c'est de passer de l'effet waouh au sens. Euh, Maintenant que le contexte il est posé, on va voir comment on fait ces animations responsables. Donc l'animation responsable, ça va reposer sur deux principes. C'est un équilibre entre la forme et le fond. Quand on parle de la forme, on parle de tout ce qui est mouvement, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est identité visuelle et l'émotion. Il faut que ça puisse toucher les gens et que ça puisse procurer de l'émotion. Et à côté de ça, on a la forme qui, elle, va plus se concentrer sur le côté utile de l'animation, les performances, l'accessibilité et le sens que c'est censé donner à l'utilisateur. L'idée, c'est que l'animation, elle doit toujours apporter quelque chose à l'expérience et ne surtout pas l'enlever. Donc là, la question qu'on peut encore se poser, c'est plus est-ce que je peux animer ça, mais la question, c'est surtout de se poser aujourd'hui, est-ce que cette animation, elle a une raison d'être ici? Donc là, dans les sections suivantes, on va voir ce que c'est vraiment concrètement en termes d'impact environnemental, en termes d'impact au niveau accessibilité et enfin en termes d'utilité UX. Donc l'animation, comme je l'ai dit, c'est le mouvement. Le mouvement, nous, quand on fait du développement web, derrière, ça implique qu'il y a du calcul. Du calcul de CPU pour gérer les frames, du calcul aussi au niveau du GPU, tout ce qui est la partie processeur graphique pour rendre les transformations. Et souvent, derrière, ça implique des batteries qui sont consommées, pardon, des ventilateurs qui s'emballent et des sites qui rament. Certes, aujourd'hui, on peut avoir des Mac hyper puissants et tout, mais bon, ceux qui sont pas sur Mac, etc., ou qui ont des machines moins gourmands, qui sont moins puissantes, faire des grosses animations, ça devient tout de suite gourmand en énergie. Et concrètement, votre ordi, à un moment donné, vous le perdez. Donc à l'échelle de milliards d'utilisateurs, ça devient vraiment, vraiment très important et ça compte.
L'éco-responsabilité dans tout ça, ça veut dire donc on anime ce qui sert à l'utilisateur, pas ce qui sert à impressionner. Et on le fait évidemment de manière efficace. Et quand je dis de manière efficace, ça implique plusieurs choses. Euh, Quelques bonnes pratiques à retenir, c'est de préférer le CSS au JavaScript quand c'est possible. Je reviendrai là-dessus avec des exemples. Utiliser le transform et l'opacity plutôt que de manipuler le layout. Ça, c'est beaucoup mieux en termes de performance. Éviter les animations qui tournent en boucle sans raison. Parce qu'on peut faire des animations, en fait, que ce soit en JS ou en CSS, mais si derrière on ne pense pas à cleaner ou à les arrêter, même si on ne la voit pas, ça continue de tourner derrière et ça consomme beaucoup en énergie et en perf. Et d'employer la propriété willChange en CSS avec modération. Donc, pour rappel, la propriété willChange, c'est une propriété qui permet d'indiquer au navigateur la tendance à changer l'animation. Donc, en gros, c'est une petite optimisation qui permet d'augmenter la réactivité de la page en effectuant des calculs par lui-même avant qu'une animation soit lancée. Il essaie de l'optimiser à sa façon. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Donc, il ne faut pas se dire, dès qu'on fait une animation, on va mettre du will change partout. Parce qu'au final, si on fait ça, on ne laisse plus le navigateur faire ce qu'il faut. Et en fait, finalement, au lieu de gagner en performance, on va juste en perdre. Donc, l'idée, c'est de charger uniquement ce qui est visible réellement. Et le dernier point, c'est de ne pas hésiter à utiliser des outils de test. Aujourd'hui, on a Lighthouse, on a Green IT Analysis, on a le Web Page Test aussi. Ça nous permet de pouvoir, en plus d'analyser d'autres aspects de nos sites web, tester aussi comment est l'animation, si c'est gourmand en énergie ou pas. Donc l'idée, c'est pas de faire moins d'animation, l'idée c'est de faire moins de calculs pour avoir le même effet. Et donc en gros, ton animation, elle fait cracher ton ordinateur, du coup, c'est plus du design, ça devient du gaspillage. Donc là, je vais vous montrer un premier exemple d'animation pour faire une comparaison entre une animation junkie avec une animation GPU friendly. Donc, quand on parle d'une animation junkie, c'est une animation qui ne s'exécute pas d'une manière fluide. Elle est saccadée, elle est retardée, il y a des images qui peuvent sauter et on a un rendu qui accroche visiblement. Cette propriété, elle utilise des propriétés, par exemple margin, left, etc., qui forcent le navigateur en fait à faire un recalcul de tout à chaque frame. Il va te recalculer le layout à chaque fois. Du coup, en termes de performance, c'est extrêmement médiocre et il faut absolument éviter de faire ça. Donc, ça concerne tout ce qui est aussi les margins, les paddings, les propriétés de positionnement et de taille. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite carte où j'ai utilisé l'animation pour faire animer ma carte vers la gauche en utilisant la propriété left, mais ça, il faut éviter de le faire. Une meilleure pratique pour pouvoir faire cette animation-là, s'il a envie, c'est de passer par des propriétés de transformation. Donc, ce qu'on appelle les propriétés GPU friendly. Le navigateur, lui, il va optimiser le rendu sans faire de recalcul. Et donc, j'ai fait la même animation en utilisant la propriété transform avec un translate X pour pouvoir faire cette même animation de gauche vers la droite. Et ça, en termes de CPU, ça coûte absolument rien. Un autre exemple d'animation que je peux vous montrer ici, c'est une barre de progression en JavaScript. Là, ce que j'ai fait pour faire cette animation, je suis passée par la fonction setIntervalle. Chaque frame nécessite l'exécution du code JS, ce qui sollicite beaucoup le processeur et ça consomme beaucoup d'énergie.
Et donc à côté de ça, une version qui passe mieux pour le navigateur, c'est de passer par le CSS uniquement. Parce qu'aujourd'hui, en CSS, il y a beaucoup de choses que l'on peut réaliser aujourd'hui que l'on ne faisait pas avant parce qu'il n'y avait que le JavaScript qui permettait de le faire. Et donc là, avec ça, je suis passée par la propriété counter ici pour pouvoir gérer la progression de ma barre de 0 à 100%. Et ensuite, j'ai créé une animation comme progress qui me permet de faire défiler la barre de 0 à 100%, uniquement en CSS sans passer par du JavaScript. L'avantage de ça, c'est que bah, on optimise le GPU. L'animation, elle peut être accélérée matériellement. On a moins de calculs. Il n'y a pas besoin d'exécuter du JS à chaque fois. On gagne en performance parce que du coup, on peut optimiser avec les animations CSS. On a une consommation qui est réduite, moins de cycles CPU, et on a un code qui est beaucoup plus simple aussi. Je n'ai pas montré le code ici. Vous avez toutes les sources sur le code pen, mais du code là, il est très court et il est très simple à maintenir. Un autre exemple que je peux vous montrer, ce sont les animations en cascade. Donc là, ce qui est cool et ce qui est arrivé récemment aussi, c'est en CSS le scroll timeline, ce qui permet de faire des animations en utilisant en utilisant pardon, le scroll. Donc on va pouvoir faire des animations qui seront déclenchées par le scroll. On a pu, je pense que vous avez peut-être vu pas mal de démos là-dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment très en vue et ça permet de, encore une fois, de permettre de faire des animations uniquement en CSS sans passer par le JavaScript. Et je vais pouvoir vous montrer directement ce que ça donne. Voilà, j'ai plus Bon, alors on va faire autrement. Ah, bon, le réseau a l'air de ramer un petit peu et finir par me faire une petite danse en attendant que ça arrive. Allez, allez. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui s'y passe? La vidéo, elle marche, elle veut pas fonctionner, mais j'arrive pas à sélectionner mon lien. On va faire autrement. Ah, alors, on va faire comme ça, tant pis. Alors, on va faire comme ça. Alors du coup, voilà l'animation que je voulais vous montrer. C'est une animation qui permet donc d'afficher plusieurs cartes, enfin une centaine de cartes d'ailleurs, euh, avec le scroll. Donc là, je vais vous montrer la version mauvaise, on va dire. Donc là, quand je scroll, normalement,
j'ai fait une animation qui apparaît avec une opacité et, et les cartes qui se décalent de gauche vers la droite à chaque fois que l'on scrolle sur la page. Et là, ce que vous pouvez voir, parce que j'ai rajouté aussi des petites cartes pour vous montrer les métriques, ici dans le reflow qui est à droite, dès que je scrolle, on voit qu'il fait le recalcul. Et il le fait à chaque fois que l'on scrolle sur la page. Donc imaginez-vous, vous êtes sur une page e-commerce ou une page qui présente des produits, etc., et que vous voulez faire ce genre d'animation. Si vous n'utilisez pas les bonnes propriétés qu'il y a derrière, vous allez provoquer du reflow à chaque fois sur peut-être des dizaines, peut-être des centaines de pages. Et sur mobile, si vous êtes sur un iPhone 16 Pro, ok, ça passe. Mais si vous êtes sur un, un iPhone d'il y a 10 ans ou un téléphone entrée ou bas de gamme, ça, c'est destructeur. Ça vous tue tout de suite. Et tu arrives sur un site qui est lent, la première chose que tu as envie de faire, c'est de sortir. Et donc là, à droite, j'ai fait réaliser la bonne version. Donc du coup, en utilisant le transform et l'opacity, toujours avec l'animation scroll timeline. Et là, ce que vous voyez, c'est que quand je scroll, il n'y a aucun reflow. Le frame time, il est à 0 et à chaque fois que je vais scroller, il ne se passe rien. Mais vous pouvez voir légèrement l'animation, l'opacité qui se déclenche à chaque fois et les cartes qui apparaissent. Et ça consomme rien du tout au navigateur. C'est beaucoup plus performant. Et ça, avant que Scroll Timeline arrive, on est obligé de le faire en JS. On ne pouvait pas le faire juste en CSS avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça montre que le CSS évolue et qu'on continue d'apporter des nouvelles fonctionnalités qui vont nous permettre de continuer à améliorer notre façon de faire du développement. Donc ça, c'est le code que j'ai mis en place pour faire la mauvaise version. Donc j'ai fait l'animation avec l'opacité, le top left et le width, tout en utilisant l'animation timeline. Le view, c'est ce qui permet en fait de dire au navigateur de pouvoir faire l'animation en scrollant. Et donc ça, c'est la version qui est beaucoup meilleure, qui nécessite, comme vous le voyez, moins de lignes de code aussi, où j'ai juste fait mon transform avec l'animation timeline. Donc avec ces trois exemples-là, on peut déjà voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire uniquement en CSS sans le JavaScript. Donc je voulais faire un petit tableau récap pour montrer un petit peu, essayer de vous faire un résumé de qu'est-ce qui est mieux pour faire des animations en CSS et qu'est-ce qui l'est pour faire des animations en JavaScript. Donc sur la première ligne, en tout ce qui concerne les transitions, c'est-à-dire les animations qui sont plutôt simples, changement de couleur, changement de taille, etc. Ça nécessite pas de JavaScript en soi, c'est simple à faire en CSS, ça nécessite pas beaucoup de lignes. Le JavaScript pour ça, c'est totalement overkill. Ça se fait, ça marche, et je suis sûr que vous en avez déjà vu quelque part, mais c'est totalement overkill. Autant le faire en CSS directement. Pareil pour tout ce qui est changement d'état. Changement d'état, le hover, le focus, ça se fait uniquement en CSS, pas besoin de JavaScript pour ça. Pour tout ce qui est timeline complexe, alors ça, c'est un peu particulier parce que c'est limité. En CSS, on peut utiliser les keyframes pour faire des animations. On a aussi les qubits Bézier. Mais en gros, pour pouvoir, avec keyframe, pour pouvoir organiser les animations dès qu'il s'agit de faire des pauses, des stops, un contrôle qui est vraiment beaucoup plus précis sur l'animation, là, le CSS commence à être limité et c'est quand même mieux de recommander en tout cas de passer par le JavaScript pour ça. Il y a les Web Animation API, il y a chez SAP, il y a React Spring, Framer Motion, ce que vous voulez, mais en tout cas, si à partir du moment où on veut avoir un contrôle un peu plus précis sur les animations, c'est mieux de passer par là. Pour tout ce qui est animation, on scroll. Comme je vous l'ai montré dans la démo, on a le scroll timeline animation qui est maintenant présent. Donc c'est plutôt pratique.
Attention, Firefox, c'est le seul qui est à la traîne. On attend toujours qu'ils se réveillent et qu'ils nous mettent ça en place pour qu'on puisse utiliser partout sur les navigateurs. Donc en attendant, évidemment, toujours prévoir un fallback au cas où, si vous avez vraiment envie d'utiliser ça en production. Et comme je l'ai dit, pour la partie JavaScript, c'est si vous voulez un contrôle plus fin, vous pouvez passer aussi par les librairies pour faire ce type d'animation. Mais pour les besoins les plus fréquents qu'on a en général dans le projet, passer par Scroll Timeline, ça suffit. Ensuite, pour tout ce qui est physique easing et interaction gestuelle. Hum, il y a des fonctions qui sont prédéfinies en CSS, mais c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de passer aussi par des librairies en JavaScript. Comme je l'ai dit, on a parlé des courbes de Bézier. Moi, je ne suis pas experte en courbes de Bézier, mais ça veut très vite devenir compliqué. Donc c'est vrai que de passer par des librairies, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique si on veut faire ce genre d'animation. CSS, en tout cas, il ne peut pas le faire tout seul. Et pour les interactions gestuelles, bah, c'est tout simplement pas possible aujourd'hui. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Si on veut faire du drag and drop, du swipe, etc., là, on est obligé de passer par du JS. Là, faut pas chercher. CSS, il n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui. Mais attention, là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de notions sur la partie CSS et JS. Je ne diabolise pas le JavaScript. Le problème, c'est pas le JavaScript. Le truc, c'est de pouvoir utiliser le JS là où le CSS suffit. Donc il faut toujours se poser la question quand on veut se poser pour faire une animation, est-ce que je peux le faire en CSS ou pas? Au lieu de tout de suite se diriger vers du JS, parce que oui, c'est plus pratique pour nous, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise mieux, on a beaucoup plus la main, on n'a pas forcément le temps non plus d'aller se concentrer sur la partie CSS et de savoir comment faire le truc. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire en passant uniquement par le CSS. La question qu'il faut se dire, c'est est-ce que le CSS peut suffire? Si oui, tu le fais en CSS. Sinon, si on atteint les limites, là, il vaut mieux passer par du JavaScript. Donc là, c'est ce que je dis, c'est ma règle par défaut. Et c'est ce que je conseille à chaque fois quand je travaille sur tous mes projets. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce nuage de tags-là, tout ça, ça concerne tout ce que l'on peut faire aujourd'hui uniquement en CSS, là où il y a quelques années, on ne pouvait pas encore le faire. Donc il y a vraiment du choix et il y a moyen de vraiment se concentrer dessus, apprendre à maîtriser aussi la techno, comment faire pour pouvoir continuer à s'améliorer aussi en tant que développeur. Donc maintenant on a vu cet aspect-là, on va voir la partie accessibilité. On a parlé performance et impact environnemental. Pour certaines personnes, les animations, ça peut juste être gênant. Là, j'ai mis en exemple ici, vous l'avez sûrement tous dû le voir passer quand le nouvel iPhone était sorti. Apple, ils avaient fait toute une scénographie avec plein d'animations qui sont partout, qui sont très jolies d'ailleurs pour le coup. J'ai rien à dire là-dessus. Ils ont vraiment le sens du récit et de l'histoire et de bien vouloir mettre en avant leurs produits. Donc ça, là-dessus, ils sont très forts. Mais il ne faut pas oublier que ce genre d'animation, même si c'est joli, ça peut être épuisant, ça peut être stressant et ça peut être même dangereux. Il y a même eu une histoire il y a quelques années où, pour ceux qui sont fans de Pokémon, il y avait une animation qui avait été faite sur les Pokémon et ça envoyait des enfants à l'hôpital. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment faire gaffe avec ça. Ça peut vraiment aller très très loin. Donc pour toutes les personnes avec des sensibilités, qui ont des neurodivergentes aussi, des photosensibles, etc., ou qui sont tout simplement fatigués, le mouvement, ça peut vraiment devenir excessif. Donc il y a des solutions pour ça. On en a une en tout cas. Et la solution, c'est Prefer Motion. Prefer Reduce Motion. Prefer Reduce Motion, c'est une propriété CSS
qu'il est conseillé de mettre à chaque fois quand on fait des animations pour pouvoir dire aux utilisateurs si tu ne veux pas avoir d'animation, on peut la désactiver par défaut. Et heureusement, bah, Apple, ils ont bien fait, ils l'ont mis hein, sur leur site, je suis allée voir. Mais en tout cas, il y a cette alternative et il ne faut pas oublier, pas oublier de la mettre. Notre responsabilité en tant qu'intégrateur, développeur, designer, c'est de pouvoir écouter ces signaux-là. Et ce petit geste, ça a l'air de rien, c'est juste une ligne de code, mais ça peut changer beaucoup de choses pour les utilisateurs. Donc pour moi, une animation qui est responsable, c'est aussi une animation qui s'adapte à l'utilisateur. Et pour ça, il y a des bonnes pratiques. Comme je l'ai dit, on a parlé de Prefer Reduce Motion, mais il y a aussi le fait d'éviter des flashs qui peuvent être parfois rapides, qui peuvent être brutaux, et aussi de privilégier les micro-transitions qui sont calmes. Des petites transitions de couleur, des petites transitions d'opacité, quelque chose de vraiment smooth, c'est déjà quelque chose qui passe beaucoup mieux et ça donne quand même un message à l'utilisateur lorsqu'il navigue sur un site ou une application. Maintenant, on va voir un autre aspect aussi de ça, ce sont les dark patterns animés. L'animation, c'est là pour aider, c'est là pour guider, mais ça aussi, c'est aussi là pour pousser et parfois c'est là pour être poussé de manière un peu malveillante. Les dark patterns, c'est quelque chose, vous en avez sûrement déjà vu partout aujourd'hui quand vous naviguez, c'est quelque chose qui permet une technique qui est mal intentionnée, qui permet d'utiliser l'animation pour tromper l'utilisateur et pour les forcer à prendre une décision qu'ils ne souhaitent pas. Là, par exemple, ici, j'ai mis un exemple, une carte où j'ai mis un bouton s'abonner maintenant. Là, il y a un combo parce qu'entre le bouton s'animer maintenant, s'abonner, pardon, s'abonner maintenant qui est vert et qui, euh, qui bouge et qui incite vraiment l'utilisateur à aller dessus alors que ça se trouve, il en a juste pas envie. À côté de ça, on a le bouton non merci qui est là, qui est tout petit en gris sur blanc. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller d'aller tester un outil de contraste d'accessibilité pour voir que gris clair sur blanc, ça ne le fait pas. Et, euh, et autre chose que je vais vous montrer aussi, que j'ai déjà vu sur des sites et que je me suis amusée à refaire. Hop, l'animation, elle n'a pas envie, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai l'exemple ici et je vais cliquer sur le bouton qui se dérobe. Donc là, je vous ai déjà montré le premier, mais je vais vous montrer le deuxième. C'est vrai, j'ai déjà vu ça sur des sites. Donc je me suis amusée à le refaire. Et là, j'ai le choix entre accepter et refuser. Si je veux refuser, voilà ce qui se passe. YOLO. Et c'est vrai, je l'ai pas juste fait pour le plaisir j'ai déjà vu ça. Je me suis demandé à un moment donné si c'était un bug ou si vraiment ils l'ont fait exprès. Mais en tout cas, même le bouton, il refuse ton refus. Voilà. T'as pas le droit d'aller cliquer dessus. T'es obligé d'accepter en fait. Ou alors t'es obligé de jouer avec lui pour essayer de réussir à refuser. Ou pas. Voilà. Bref, on voit ça sur un site. Moi, je fuis. Je suis la première à fuir et hors de question que je reste là-dedans. Mais bon, à côté de ça, évidemment, une version qui est beaucoup plus design, beaucoup plus recommandée, c'est les deux boutons qui ont le même design, qui ont à peu près la même taille. Oui, il y en a un qui est beaucoup plus mis en avant que l'autre, mais ils sont pas là pour manipuler, pour inciter l'utilisateur à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et il a le choix surtout. Donc ça fait partie des dark patterns qu'on peut trouver sur le web aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres.
Vous avez peut-être par exemple le loader infini, ou alors un compteur qui vous dit encore il reste trois produits à acheter, et puis quand vous achetez votre truc, il reste encore trois produits à acheter. Ouais, ça marche pas très bien. En tout cas, ici, cette solution-là, elle est beaucoup plus optimale. Et il y a un autre point que je voulais souligner aussi, c'est pas juste aussi une question d'éthique, c'est aussi une question légale. Le RGPD, il exige en fait que le consentement soit libre et éclairé. Et le design pattern, il va totalement à l'encontre de ça. C'est vraiment un risque pour les entreprises d'avoir des grosses amendes, hein, des millions d'euros. Euh, Facebook, on a déjà fait les frais il y a quelques années, Google aussi, Amazon aussi, chacun à leur façon. Ils ont tenté de faire du dark pattern, ça n'a pas marché, ils ont été sanctionnés. Donc il faut jamais essayer surtout n'essayez pas de faire ça. Ça peut être très 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 coûteux. Si vous essayez, ne me citez pas. Voilà, ne dites pas j'ai vu ça à Tourentech, c'était chouette. Non, 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 je me dédouane tout de suite. Je suis pas responsable de ce qui se passe après. Donc, quelques bonnes pratiques pour le design pattern. Donc, garder la transparence, avoir des infos qui sont claires sur les actions et sur les conséquences que l'utilisateur va avoir, un équilibre visuel. Les options, tous les éléments visuels doivent avoir le même poids, avoir une animation qui soit subtile, comme je vous l'ai montré là, un respect du choix de l'utilisateur, ne pas forcer l'acceptation ou ne pas forcer le refus, et garder un langage neutre. Donc pas le faire culpabiliser, pas de pression émotionnelle lorsqu'il essaie d'effectuer une action. Et donc pour résumer tout ça, on peut dire que l'animation responsable refuse la manipulation. Si le mouvement il peut manipuler, alors là notre rôle aussi c'est de pouvoir le maîtriser tout en restant éthique. Il faut juste respecter les utilisateurs et ils nous le rendront. Donc maintenant qu'on a vu l'impact environnemental, pardon, et l'aspect accessibilité, on va voir la dernière partie qui est l'aspect humain. Quand on regarde quelque chose, on a forcément le regard fixé dessus. C'est un réflexe de survie. Notre cerveau, il est capé pour détecter le mouvement. C'est pas neutre. Quand on anime quelque chose, la première chose qu'on se dit, bah, c'est d'aller regarder ce qui se passe ici. Si on anime partout, et ce qui peut se passer parfois quand on met trop d'animation, là on perd le guide, on ne sait plus où regarder, on ne sait plus ce qui se passe. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une surcharge cognitive qui est importante. On est fatigué et on perd aussi une hiérarchie visuelle. On ne sait plus où regarder de la tête. Donc une animation qui est responsable, c'est pas une animation qui est sobre, c'est une animation qui est stratégique, qui doit donner du sens. Oh, le bord, tu es trop loin. Hum, une animation, c'est une expérience. C'est censé renforcer la compréhension. Ça doit accompagner l'utilisateur sur plusieurs aspects. Ça doit lui montrer ce qui vient de se passer. Ça doit lui indiquer ce qui va se passer. C'est censé le confirmer qu'une action va arriver et ça permet aussi de donner un nouveau regard au bon endroit, au bon moment. Ça, le mouvement, c'est devenu un outil cognitif. Il est là pour structurer le parcours, il est là pour guider, il est là pour rendre le numérique beaucoup plus humain. Et c'est ça qu'on remarque aussi, c'est que l'animation, ça se passe plus avec nos yeux, c'est aussi avec notre cerveau. Donc là, j'ai mis trois exemples d'animation qui expriment ça. Pour le premier, pour guider le regard, j'ai un menu.
Et quand je navigue sur les items du menu, je sais exactement où je suis et là où je vais. Il met uniquement l'item en avant. C'est pas trop compliqué. Il est juste là pour vraiment guider l'utilisateur et lui dire, OK, je suis ici, je vais aller là. Sur le deuxième, j'ai fait un spinner qui est là pour expliquer donc le processus, c'est-à-dire que l'utilisateur il sait qu'avec ça, il est en train de d'attendre des données qui arrivent, il est en train de charger et ensuite il sait qu'il va se passer quelque chose. Et sur le dernier, fournir du feedback, un simple bouton valider, je valide, on sait que c'est OK, on peut passer à la suite. Donc là, l'animation, elle n'est pas compliquée, c'est juste, il y a une action, une réaction, on sait ce qui se passe, on sait où on va. Et ça va pas plus loin que ça. Et c'est pour ça que c'est toutes ces petites briques, ces petits composants, ces micro-animations qu'on fait aujourd'hui, on peut les appeler ça aussi des briques de mouvement responsable. C'est pas des effets spectaculaires, c'est juste des petits effets, juste ce qu'il faut pour pouvoir guider, rassurer et donner une information claire à l'utilisateur. Et surtout, ça nécessite pas beaucoup de code et ça donne beaucoup de sens. Donc une petite checklist pour résumer un petit peu tout ce qui concerne l'animation responsable. On a vu pas mal de choses déjà aujourd'hui avec tout ça. Ça permet de confirmer en fait qu'une animation elle est utile, qu'elle est légère, qu'elle est accessible et respectueuse et que ça apporte quelque chose à l'utilisateur. Donc ça résume déjà quelques points qu'on a vus précédemment. Donc le fait d'utiliser le CSS avant le JavaScript dès que c'est possible, utiliser Prefer Reduce Motion pour avoir un fallback au cas où si on ne peut pas supporter les animations. Tester sur mobile, surtout, parce qu'aujourd'hui, avec tous les devices qu'on a et les différentes puissances des machines, c'est vraiment très important de pouvoir vérifier si ce qu'on fait, ça fonctionne bien sur tous les supports. Vérifier le poids et la fluidité. Avec ça, on a pas mal d'outils que j'ai cités à droite ici. Ça se passe par les DevTools, que ce soit les DevTools de Chrome, Firefox, enfin le navigateur que vous voulez. Lighthouse pour regarder, vérifier que vous respectez bien les best practices. Greenity, Analysis et il y a aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi un autre plugin de Chrome qui s'appelle EcoIndex qui permet aussi de vérifier si votre animation elle respecte certains critères qui sont listés en termes d'accessibilité pour l'animation. Et Aminista OkFrame pour tout ce qui est prototype. Pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais j'en ai entendu que du bien. Donc, si jamais il y en a dans la salle qui sont déjà servis ou qui ont des retours là-dessus, je suis preneuse aussi. Donc, pour résumer tout ça, c'est que l'animation responsable, c'est pas moins, c'est mieux, mais avec intention. Donc, pour conclure tout ça, l'animation, c'est utile. Elle doit être utile, elle doit être légère, elle doit être inclusive, respecter les publics, respecter aussi la façon dont on doit faire du développement. Tout ça avec peu de code et sans se fatiguer. On a des outils qui deviennent beaucoup plus puissants aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup du CSS natif, mais on a aussi Houdini, on a aussi tout ce qui est IA. D'ailleurs, on peut pas évoquer la partie IA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire avec l'IA, il faut aussi faire attention à ce que l'IA peut vous rendre comme code pour vérifier que, il est bien conforme à ce que la façon dont vous codez et que ça soit aussi accessible, que ça puisse répondre à tous les critères. C'est pas forcément le cas, donc il faut bien pouvoir gérer ça aussi. Et avec tous ces outils qui deviennent beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants, il faut vraiment être vigilant là-dessus. On peut animer presque tout avec le CSS et le JS combiné. Et avec tout ça, notre responsabilité, elle augmente.
Et donc, pour moi, le futur de l'animation, c'est pas juste une animation qui doit être spectaculaire, c'est une animation qui doit être intentionnelle. Donc, si je dois résumer tout ça, pour moi, le mouvement, il peut être un langage universel, à condition qu'il soit pensé, qu'il soit mesuré et qu'il soit respectueux. On a la responsabilité aujourd'hui de rendre le web beaucoup plus beau, de le rendre beaucoup plus humain, beaucoup plus intrusif et beaucoup plus durable. Et n'hésitez pas surtout, essayez même demain, ce week-end, la semaine prochaine sur vos projets, si vous avez des animations quelque part, si vous avez envie de, vous avez des projets pour faire des animations, posez-vous toutes ces questions et commencez déjà par vous dire, si vous en voyez une, pourquoi est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle sert à quelque chose ou pas? Donc, je vous ai partagé différentes ressources ici qui m'ont permis de faire cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous remercie et je serai ravie de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Oui, tu peux passer par les data attributes en HTML. Comme ça, tu passes la valeur que tu souhaites et en fait, en CSS, tu peux passer par la propriété data tirée entre crochets pour récupérer l'attribut en question et puis la passer dans ton compteur pour pouvoir bah, récupérer la valeur en temps réel et faire défiler la barre. Oui. Euh, ah oui. La question c'était donc par rapport au dark pattern, comme c'est pas mal utilisé dans le web aujourd'hui, que c'est pas forcément nous qui avons la décision dessus, ce sont les décideurs, les chefs, etc. Est-ce qu'on a des arguments d'appui pour, en gros, pouvoir conseiller ou déconseiller en fait l'utilisation de ces solutions-là quand on met en place des features dans les projets? Euh, la dernière étude que je connaissais, c'était une étude du site Princeton qui date de 2019. Je pourrais te partager le lien plus tard si tu veux. Qui disait en gros qu'il y avait 64% euh, de personnes qui quittent les sites quand ils voient des dark patterns. Qu'il y en a malheureusement, enfin, c'était en 2019, mais il y avait 94% de sites qui avaient au moins implémenté une fois des dark patterns dans leur site ou dans leurs applications. Et je pense que déjà, je ne sais pas s'il y a eu des études depuis entre 2019 et 2026, c'est possible, mais déjà, en tout cas, il y a cette source-là que je connais qui peuvent être un appui quand on est confronté à cette situation et que du coup, on peut conseiller, en tout cas donner notre expertise sur le fait de pouvoir pratiquer ou non ce genre de choses sur les features. Et pour le reste, je sais pas trop. Je pense qu'il y en a d'autres, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je connais celui-là. Ah. Et c'est la pause café. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Mais en tout cas, c'est bon pour moi. Merci.